Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle Jason Bourne, il est réalisé par Paul Greengrass et il est sorti au cinéma le 10 août 2016. Alors les Jason Bourne, je vous apprends rien, c'est d'abord une trilogie de très bonne qualité. Avant un film qui était supposé rebooter, relancer un peu le truc, qui s'appelait The Bourne Legacy avec Jeremy Renner et qui était en un mot naze. Et puis voilà que quasiment 10 ans après le dernier Jason Bourne avec Matt Damon et Paul Greengrass à la réalisation, les voilà de retour donc pour nous proposer un nouveau chapitre qui sent bon le plan commercial, mais qui en même temps, vu que c'était les deux maîtres, j'ai envie de dire Paul Greengrass et toute son équipe, son chef-op et ainsi de suite, mais aussi Matt Damon qui revenait à la barre, et ben on se disait pourquoi pas. Surtout que voilà, Paul Greengrass a réalisé il y a maintenant je crois 3 ans l'excellent film Capitaine Phillips, que je vous conseille de voir, qui est un film absolument intense, dans le plus pur style de ce que sait faire Paul Greengrass, avec Tom Hanks dans un excellent rôle, vraiment un très 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 bon film, qui a failli être récompensé de plusieurs Oscars et de différentes prix. Je ne sais pas s'il en a eu, mais en tout cas il le mérite. C'est vraiment un superbe film. J'en parlerai dans une autre vidéo à l'occasion, je ne vais pas commencer les parenthèses alors que j'ai même pas encore commencé à parler du film. Mais bon, ce qu'on peut déjà dire sur Jason Bourne, et ce que je suis obligé de dire dès le début, c'est que moi j'apprécie énormément la trilogie, mais spécialement le 2 et le 3 qui sont réalisés justement par Paul Greengrass. Le 1 a été réalisé par Doug Liman, était un film tout à fait correct, sans plus, mais plutôt bien ficelé globalement, même s'il y a toujours des coquilles chez Doug Liman malheureusement, qui reste un réalisateur intéressant de toute façon. Mais en l'occurrence un peu secondaire, parce qu'il dépasse jamais un petit peu le cap du film, un peu plus costaud, quoi, un peu plus plein. Je reviendrai sur lui dans d'autres vidéos très probablement, puisqu'il a fait des films intéressants aussi. Mais bon, c'était pas le meilleur de la trilogie, loin s'en faut. Et par contre, Jason Bourne 2, je crois que c'est en français c'est La mort dans la peau, et puis ensuite La vengeance dans la peau, c'est deux très 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 bons films. Vraiment des excellents films. Notamment d'action, mais pas que ça. Avec toujours les mêmes marque de style. J'explique ça parce que je vais expliquer pourquoi dans Jason Bourne on retrouve ou on retrouve pas ça, c'est-à-dire le dernier. Déjà, il y avait une intelligence dans le croisement des tensions, c'est-à-dire que souvent, il y avait des scènes de filature, on va dire de cache-cache, qui étaient particulièrement bien découpées, bien filmées et de manière nerveuse. C'est souvent de la caméra épaule, mais en même temps, c'est jamais brouillon. On perçoit des choses très rapidement, très efficacement à l'écran. Ce qui fait qu'il y avait une sorte d'intensité nerveuse, on avait l'impression d'être physiquement dans l'action, tout en perdant aucun élément de ce jeu de cache-cache, et en se faisant souvent avoir par le personnage de Jason Bourne, qui était comme un metteur en scène de ses propres scènes. Je délire un petit peu, mais grosso modo, puisque c'est lui qui, à chaque fois dans ses jeux de cache-cache, finit par l'emporter, on a cette impression-là à l'analyse, j'ai envie de dire. Mais au-delà de l'analyse, ce qui était génial, c'est que c'était des scènes intenses, particulièrement bien foutu, bien découpé. La scène sur la place centrale de Berlin dans le 2 est juste géniale. La scène, je crois que c'est dans c'est dans une gare, mais je sais plus où ça se passe. Peut-être que c'est à la gare de Londres. C'est juste énorme. Une séquence où il y a des caméras partout et on voit comment on perçoit de manière très instinctive et émotionnelle comment Jason Bourne arrive à éviter toutes les caméras, à cacher le mec qui est avec lui. Enfin, c'est un vrai bonheur cette séquence, une réussite totale. Il y a aussi un autre élément dans les Jason Bourne, c'est souvent des scénarios vraiment simplistes, avec un fond pseudo-politique d'espionnage. Je dis pseudo-politique et scénario simpliste parce que ça va pas très loin, quoi. Grosso modo, ils vous disent qu'il y a une agence de tueurs incroyable, et techniquement, il y a Jason Bourne qui doit arrêter le machin. Ça va vraiment pas beaucoup plus loin que ça. Après, il y a des sous-intrigues qui sont bien foutues parce qu'elles sont juste efficaces, juste assez présente pour qu'on sache ce qui se passe, pour connaître les différents enjeux émotionnels des personnages, et leur point de vue sur Jason Bourne, qui reste la pierre angulaire de l'intrigue, mais ça s'arrête là. Ensuite, le jeu, comme je disais, les scènes de cache-cache et les scènes d'action font tout le reste, en croisant notamment les tensions. Chaque personnage veut quelque chose de différent, qui se centralise sur, en général, une personne à avoir, et tout le monde court après ce truc-là. En général, c'est 2-3 personnes
Jason Bourne, une personne qui est à la CIA en général, plus une autre personne au sein de la CIA qui veut la même chose, mais pas pour les mêmes raisons. Grosso modo, c'est 3 volontés qui s'opposent comme ça, de manière très dynamique. Et ça fonctionne à plein tube parce que le découpage et la manière de filmer nous incluent dans la situation. Je rappelle encore une fois, je l'ai dit avant, mais bon, tant pis. Vous me connaissez maintenant, je me répète. Grâce au découpage et au tournage à l'épaule qui est très très nerveux. Et le dernier élément, et non des moindres, et qui a été littéralement pillé par plein d'autres films après, et que Jason Bourne a réellement introduit de force dans le cinéma, j'ai envie de dire, contemporain, hein, dès La Vengeance dans la peau donc, c'est cette impression que le film va au contact physique du monde. Toutes les courses-poursuites, qu'elles soient en voiture ou à pied, les combats au corps à corps, sont physiques et ressentis. Il y a quelque chose vraiment du... On a de l'impact constamment dans tout. Entre les voitures, entre les corps et les murs. Il n'y a pas de doute sur le fait que le monde est bien solide, réel, tangible. Tellement Jason Bourne et ses adversaires aussi sont amenés à traverser ce monde, à s'y confronter, à rentrer dans les gens, à les pousser, à sauter par-dessus des trucs, à casser des machins pour passer au travers. Et c'est la même chose dans les scènes de combat où tout est très dur, on a des grands effets de son et de contact des corps qui sont toujours très très forts, exagérés, mais qui donnent une sensation d'implication et de réalisme, notamment grâce à ce fameux système de la caméra épaule, et qu'on a transformé après, plus ou moins dans la même période avec les films un petit peu en found footage, avec cette idée de la shaky cam. Mais je trouve qu'on peut pas... j'entends souvent parler de Jason Bourne dans l'idée de la shaky cam, alors qu'en fait Jason Bourne est légèrement différent de ce qu'on peut voir dans les found footage. Les found footage, c'est les fameux films où tout le film est basé sur une bande qu'on aurait trouvée, et le film est construit à partir de cette bande qui aurait été trouvée, voilà. Donc ça donne un côté rush abrupt. Il y a plusieurs films dans ce style-là, les Paranormal Activity, Rec notamment, il y a beaucoup de films de peur qui utilisent visiblement ce système-là, mais pas seulement. J'ai oublié le film de super-héros, le nom du film super-héros qui était très bien, enfin pas de super-héros, mais de personnages qui découvraient des pouvoirs comme ça, qui était pas mal du tout. C'est le mec qui avait réalisé les 4 Fantastiques, la nouvelle version après, donc c'est un peu décevant, mais il avait fait un bon film avant, qui était très très sympa, dans ce style-là, dans le style found footage. Bon, mais les Jason Bourne, c'est pas des found footage, c'est un peu plus fictionnel, mais c'est pas là que la différence fondamentale se situe. La différence, elle est que ce découpage à l'épaule est clairement un emprunt au documentaire, plus encore qu'au reportage, parce que il y a vraiment un désir de découper l'action pour la rendre énergique. Je vais prendre un seul exemple de Jason Bourne 2. Un personnage s'arrête à une voiture et l'action, c'est il s'arrête en voiture parce que les 2 personnages qu'il poursuivait sont passés par une route et il ne peut pas passer. Il doit arrêter la voiture dans un champ, sortir de la voiture, prendre son fusil et repartir à la course derrière eux. Ça a l'air tout con, mais le film prend le temps de vous découper la scène du genre. La voiture s'arrête, ça coupe, le plan suivant, il sort, il ouvre la porte. Le plan suivant, il ouvre le coffre. Le plan suivant, il ferme le coffre. Le plan suivant, il a le fusil sur le dos, il court avec. Ça a l'air tout con dit comme ça, mais ça nous... Si on choisit presque à l'image près ce découpage et qu'on le soigne bien, on a une sensation d'implication dans l'action faite par le personnage qui est beaucoup plus élevée que si on avait un découpage beaucoup plus statique, ou on va dire plus simplement plus fictionnel, avec un gros plan fixe sur porte qui s'ouvre, gros plan fixe sur le coffre. Ça suffirait pas. Ça serait déjà efficace, mais l'implication physique serait pas encore assez forte. Il faut qu'on ait l'impression d'être témoin de l'action, d'être à côté physiquement. Et pour ça, le fait que la caméra soit portée à l'épaule est extrêmement naturellement, on a l'impression d'être à côté et de regarder. Ça nous aspire dans l'action, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ça crée un niveau de tension supérieur. Et ça, Paul Greengrass, c'est un grand, grand maître de ça. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs que je trouve aussi bons là-dessus. Il est vraiment particulièrement efficace. Ça vient notamment du fait que Paul Greengrass, à la base, est un journaliste qui a fait quelques reportages, qui a été notamment, je crois, dans la zone verte de Bagdad. C'est pour ça qu'il a fait un film plusieurs années plus tard qui s'appelle Green Zone. Je ne savais pas, c'est une des choses que j'ai découvertes en cherchant pour cette vidéo. Je m'en doutais un petit peu, mais j'étais pas sûr. Et donc, il a toute une école du découpage qui vient de là. Il a commencé par le journalisme, mais il a fait pas mal de fiction très classique, beaucoup moins intéressante que les films qu'il a fait à partir de notamment Bloody Sunday, mais il n'utilisait pas forcément ces techniques, et c'est quand il l'a implanté dans son découpage fictionnel qu'on a vraiment commencé à avoir des films d'une intensité incroyable. Je conseille de toute façon de voir la grande majorité de
la filmographie de Paul Greengrass qui est vraiment excellente. Et les Jason Bourne ne sont pas les meilleurs. Il faut voir Bloody Sunday, il faut voir Vol 93, il faut voir Captain Phillips, il faut voir The Green Zone, c'est très très bon. C'est un peu plus proche de la série des Jason Bourne, Green Zone, mais c'est, on va dire, le pendant encore meilleur, puisque l'implication politique et la question politique est très très bien posée avec une grande intelligence, et on voit qu'il connaît le contexte de l'Irak et qu'il en parle très très bien. C'est vraiment très bon. Pourquoi je vous parle de tout ça de manière aussi, encore une fois, dithyrambique? J'essaie de moins l'être, je fais des progrès, mais c'est pas encore ça. Parce que je pense sincèrement que c'est un des réalisateurs où j'ai rarement été déçu par l'intensité de ses films. C'est d'abord des films intenses. Je reviens sur une des bases des Jason Bourne pour vraiment expliquer ce que je veux dire. Les scénarios des Jason Bourne, que ce soit le 2 et le 3, le 1 est plus compliqué puisqu'il fallait mettre en place l'univers un peu, et à la décharge de Doug Liman, il fait bien son travail. Le personnage est bien amené, le fait qu'il soit amnésique au début fonctionne bien, c'est tout bête comme ficelle scénaristique, mais c'est bien géré. Et son rapport avec sa copine notamment, c'est pas mal du tout, hein. Alors que Franca Potente n'est pas une immense actrice, mais leur rapport avec Matt Damon fonctionne vraiment bien. Là-dessus, on peut pas attaquer le film, quoi. Et le rapport avec ses adversaires aussi, notamment Clive Owen dans le 1, est très bien. Donc, très très, très finement analysé. Ils n'ont pas des échanges de 15 heures, mais ça fonctionne bien. Mais à partir du 2, le scénario, il est vraiment très, très limité. C'est des archétypes. Grosso modo, on vient le chercher en lui disant, voilà... enfin, encore au début du 2, le prétexte est plutôt drôle, mais est plutôt malin, mais j'ai envie de dire, à partir du 3, le principe du début du 3, c'est on vient le trouver pour lui dire, voilà, il y avait des gens qui faisaient le même programme que vous, en pire. Et au début du nouveau Jason Bourne, c'est la même chose. On lui ressort le même truc. Non, mais en fait, il y avait encore un autre projet encore plus fou que celui que tu as déjà démantelé. Et en fait, il y avait 15 projets maintenant. Ça devient tout fou. Enfin, tout ça pour dire que c'est toujours des scénarios très simplistes, mais qui ont une grande force. En fait, ils ont deux grandes forces, dont je vais parler tout de suite. La première, c'est qu'ils ne se prennent pas au sérieux au-delà d'être vraisemblables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'écriture des personnages est assez claire pour que leurs intentions soient précises, tout en étant dans la retenue, ce qui est un peu le style de Paul Greengrass, et ça j'apprécie beaucoup, c'est que les personnages, une fois qu'on a compris leur intention, ils ne le redisent pas, ils n'ont pas besoin de se développer. En général, il y a un travail d'écriture qui est très efficace. C'est difficile de créer un personnage, et je vais être clair, sur, entre guillemets, une intrigue principale. En général, il faut, pour que le personnage ait un peu de chair, qu'on lui invente un contexte, une histoire, un contexte familial, professionnel, quel qu'il soit, quelque chose qui lui donne de la densité. Et Paul Greengrass, il a cette grande force de ne pas en rajouter. Une fois que le personnage a son lien à l'histoire qui est précis et assez intense et dont on comprend plus ou moins ses enjeux, que ces enjeux soient très limités n'a pas grand intérêt. L'important, c'est qu'on comprenne où il veut aller. Parce qu'une fois qu'on prend ces enjeux-là précisément de chacun des personnages et qu'on les croise, on obtient du croisement de tension. Et c'est tout l'enjeu ensuite, c'est que sur les scènes d'action, ces tensions se rejoignent. Pile au moment de la scène d'action. Et à cet endroit-là, la mort dans la peau et la vengeance dans la peau, c'est excellent. Il n'y a rien à dire. Ça déborde pas d'1 millimètre. C'est juste une évidence. Ce que chaque personnage veut faire et où il veut aller à chaque moment du film est évident. S'il y a des troubles, ils sont voulus par le scénario et ils sont vite réglés, justement parce que les Jason Bourne, c'est pas des films qui sont sur la stase, c'est des films qui sont sur le mouvement et le fait d'essayer de changer les choses par l'action physique. C'est très très prégnant et c'est ce qui en fait des films d'action particulièrement agréables dans le sens parce qu'ils sont intenses et qu'on n'a pas le temps entre guillemets de respirer. J'en rajoute un peu parce que c'est pas le 2 et le 3 ont quand même des rythmes relativement différents, mais ils ont cette capacité-là à maintenir une tension vraiment élevée tout au long du film, tension narrative, tension émotionnelle. Et malgré tout ça, c'est pour ça que ça me fait un peu halluciner de le dire, mais dans Jason Bourne, c'est-à-dire celui dont je suis supposé parler depuis le début, et en fait je vous en parle, il y a une absence de tension qui est assez incroyable. Quand on connaît le cinéma de Jason Bourne, n'importe quoi. Quand on connaît le cinéma de Paul Greengrass, c'est
c'est une déception.